25 participants, nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous pour cet atelier organisé par Digital 113 dans le cadre du Green IT Day de ce 6 octobre 2022. J'espère que vous avez pu assister ce matin à la table ronde qui était assez passionnante. Et donc, dans les messages clés qui ont été passés ce matin, il y avait l'enjeu international, avec aujourd'hui un acteur qui est un acteur régional de la région Occitanie, Digital 113. Le Covid a donné quand même une dimension beaucoup plus nationale à ce Green IT Day, raison pour laquelle nous avons des ateliers qui sont aujourd'hui faits en distanciel et pas uniquement présentiel. Alors, j'entends qu'il y a des personnes là qui n'ont pas coupé le son, donc je vais couper le son. Voilà. Normalement, ça sera mieux pour tout le monde. Donc l'enjeu régional est un enjeu fort en termes de résilience, de connaissance de son écosystème, mais la plupart des grandes entreprises comme des petites entreprises ont aussi des dimensions internationales, que ce soit pour leurs clients ou que ce soit pour l'approvisionnement des équipements. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de PC qui vont être fabriqués en France ou encore moins régionalement. Donc on voit que la dimension internationale de l'informatique est absolument inévitable aujourd'hui. Et en particulier, dans les grandes entreprises, la direction informatique a souvent une dimension très très forte à l'international, que ce soit pour se connecter aux clients, pour se connecter aux fournisseurs. Alors, pour que ce soit très interactif, je pense qu'il serait souhaitable que chacun puisse un petit peu s'exprimer. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est tenter de réactiver les micros. Et si on voit qu'il y a trop de bruit, couper sur les micros qui sont perturbés. Mais l'idée, c'est que il n'y a pas de réponse toute faite à cet atelier. Ce ne sera pas une présentation descendante, c'est vraiment une interaction avec des acteurs comme ma collègue. Alors, je vais me présenter rapidement. Emmanuel Laroche, je suis en charge du numérique responsable chez Airbus et je suis aussi directeur adjoint de la communication de l'Institut du numérique responsable. Et depuis quelques années, j'aide Digital 113 dans l'organisation de cet événement. Je suis accompagné par ma collègue Laurie Servet qui pourra se présenter rapidement et qui travaille à Hambourg. Donc, elle peut travailler elle travaille sur l'internationalisation du sujet qui aujourd'hui est un sujet très développé en France, avec pas mal de groupes qui travaillent sur le sujet. On constate que c'est un petit peu moins développé dans d'autres pays européens. Et souvent, ça reste à une dimension qui est une dimension académique et qui ne va pas se traduire par des actions concrètes dans les groupes, alors que ce soit des organisations publiques ou que ce soit des organisations privées. Donc, je vais laisser Laurie se présenter rapidement. Bonjour à tous, Laurie Servet, je pense Emmanuel qui m'a déjà très bien présenté, donc je ne vais pas monopoliser le temps précieux qu'on a. Je serais ravie d'échanger sur l'heure qui vient. Très bien. Et donc, je vais quand même préciser que Laurie contribue à un groupe de travail de l'Alliance Green IT, donc qui est un groupe de travail qui est en partenariat aussi avec l'Institut du numérique responsable et qui a créé un groupe de travail dédié sur l'internationalisation de manière à essayer d'identifier vraiment au niveau mondial qui travaille sur ces sujets-là et avec quelle prise de position. Est-ce que ce sont des prises de position un peu de lobbying de la part d'industriels de l'informatique ou bien est-ce que ce sont des prises de position plutôt de clients finaux ou d'académiques qui cherchent à avoir une approche objective de l'empreinte sociétale et environnementale du numérique. Alors, sur cette dimension internationale, je vais peut-être laisser Laurie s'exprimer un petit peu sur ce qui est fait en Allemagne, et puis je reviendrai sur ce qui est fait en Belgique, même si Laurie connaît bien la Belgique, puisqu'elle est belge à l'origine. Sachant que en Allemagne, on a eu quelques échanges récemment avec des instituts qui travaillent sur ce sujet, mais qui ne sont pas spécialisés sur le Sustainable IT. Alors effectivement, je suis belge, mais je serais ravie d'entendre le commentaire d'Amandine sur le milieu professionnel que j'ai pas forcément eu l'opportunité d'essayer en Belgique parce que je suis partie très tôt vivre et travailler à l'étranger. Donc, je ne connais pas quelle est la situation aujourd'hui en Belgique sur ces sujets de numérique responsable. Ce que je peux dire après presque 10 ans de vie professionnelle en Allemagne et avec beaucoup de voyages en France et travaillant dans un groupe international, on voit quand même une avancée du sujet numérique responsable
nette en France par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne aurait plutôt une approche digitale et couvre de temps en temps, mais pas forcément, l'aspect numérique responsable. Il y a des petits groupes de travail, des échanges, des petits événements qui commencent à se faire, mais je pense que l'écosystème est encore plus petit que l'écosystème en hauteur sur le sujet. Mais en Allemagne, c'est plus le début, tant à l'initiative individuelle, personnelle, que dans les lois et réglementations qu'on peut voir apparaître au niveau national. Donc, par contre, l'Allemagne est ouverte à la coopération avec les autres pays, et notamment la France qui, a priori, a l'air précurseur sur le sujet. Et c'est pour ça que je vois important que le sujet en France soit, en tout cas, ait la possibilité de se partager au minimum en anglais pour justement ouvrir cette dimension internationale qui jusqu'à présent est ouvert à l'international francophone mais pour une question de facilité de l'échange, la langue utilisée. Mais c'est vrai que si on veut agrandir et élargir les coopérations internationales, il est bien de pouvoir échanger dans une langue véhiculaire qui très souvent en Europe est l'anglais pour justement faciliter les échanges, ne pas apporter les retours d'expérience, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour éviter que les autres associations ou autres pays réinventent la Alors, le son est très mauvais. Je ne sais pas roue, si vous entendez correctement. comme on dit, et, 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 Alors, on voit le commentaire d'Amandine qui dit « Je suis arrivée récemment en Belgique. Je ne connais pas encore le sujet dans ce pays. De plus, je travaille dans une entreprise française. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. » Alors, je vais et qu'on puisse justement tirer bénéfice de Alors, le son est vraiment très mauvais, donc je ne sais pas si c'est uniquement pour moi. Si vous pouvez marquer dans le chat là, si vous avez des expérience problèmes de son aussi. faite en France pour les autres pays. Très Donc, mauvais également. c'est ce Oui. que j'essaie. Et alors, c'est apparemment, Laurie, c'est uniquement pour toi que le son est très mauvais. Donc, alors, je vais essayer de prendre la main du coup. Sur la Belgique, il faut savoir qu'il y a un institut du numérique responsable qui est créé en Belgique et qui est animé par Olivier Vergenst avec toute une équipe. Et Olivier a vraiment beaucoup œuvré pour internationaliser le sujet. Donc, par exemple, une fois par mois, il y a un ISIT Time, donc Institute for Sustainable IT, qui est le nom anglais de l'INR, qui est animé une fois en français, une fois en anglais. Donc, on a tous les 15 jours à peu près une réunion qui permet de voir l'avancement des sujets portés par l'INR. Voilà. Et donc, il est possible il y en a, on va dire, une vingtaine de personnes qui assistent systématiquement à ces réunions en anglais. Donc, pour les personnes qui travaillent en international, ça peut être une occasion de se tenir informé de ce qui est fait chez nous.
Et l'INR essaie d'identifier les acteurs aussi qui seraient susceptibles de travailler avec eux pour internationaliser les sujets. Les outils que nous utilisons, donc il a été question ce matin, donc Olivier Joviado de la Direction interministérielle du numérique avait présenté un certain nombre d'outils qui sont partagés entre la DINUM et l'INR. Donc, nous avons un guide des bonnes pratiques. Nous avons un benchmark aussi qui est lancé avec une évaluation de l'empreinte environnementale des DSI. Nous avons les guides de référence, les référentiels généraux de conception des services numériques, donc, qui s'appellent GR 491 en français et Handbook 491 en anglais pour les référentiels d'éco-conception, sachant que la DINUM a fait une synthèse de ce référentiel-là et donc a retenu 79 bonnes pratiques qui lui paraissaient les plus importantes. Donc tout ça est traduit en anglais et disponible. Et sur le site de l'INR, il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Donc pour les personnes qui travaillent à l'étranger, ça peut être l'occasion d'utiliser ces éléments-là. Et il est tout à fait possible de créer des ISIT ou des INR dans d'autres endroits. Aujourd'hui, on constate que c'est quand même très francophone. Et il est question aussi d'aller travailler côté Québec. Donc, on a appris aujourd'hui qu'il existe une branche de l'Alliance Green IT qui est à Québec. Donc, il y a la possibilité d'aller se connecter outre-Atlantique. On espère créer prochainement un INR au Québec, mais bon, il y a des questions, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Des personnes au Maroc aussi se sont rapprochées de nous. On voit que ça reste encore très francophone. Donc, l'enjeu est d'aller chercher des acteurs plus anglophones. Alors, on a déjà identifié un organisme qui s'appelle ICT for Sustainability, qui est plus anglophone, et qui rassemble beaucoup de personnes du milieu anglo-saxon, plutôt académique, donc plutôt des professeurs d'université et voilà, des personnes qui travaillent dans l'enseignement. Aujourd'hui, on ne voit pas d'acteurs clients finaux ou d'industriels ou de banques à l'étranger qui se soient fédérés sur ces sujets-là. Donc, nous sommes très intéressés pour en identifier si vous en connaissez. Que vous avez aujourd'hui identifié des acteurs donc, si vous voulez répondre dans le chat, voilà, si vous avez identifié quelqu'un, si vous n'avez absolument pas identifié, bah, c'est pas grave. Donc, a priori, personne ne répond, ou alors on a perdu la connexion. Justement, sur les acteurs en Asie, on a beaucoup de mal à avoir de la visibilité. On sait que la Chine travaille sur ces sujets-là. On ne sait pas exactement comment. Il y a des écolabels qui ont été créés en Chine, mais on a du mal à voir quel est le contenu. Donc, c'est quand même assez surprenant. Côté États-Unis, il y a des groupes de travail, pareil, qui sont identifiés, mais certains sont des groupes de travail de lobbying, donc qui vont aller travailler sur le fait de réduire, enfin de minimiser plutôt l'impact de l'IT et qui en général n'ont pas une approche d'analyse cycle de vie ni une approche bilan carbone, mais vont focaliser uniquement sur la consommation énergétique de data centers et vont avoir tendance à du coup minimiser ces impacts-là. Alors, je vois qu'il y avait une question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler le nom de l'organisme concentrant les acteurs universitaires anglo-saxons? Donc, c'est ICT for Sustainability. Je vais l'écrire dans le chat. Ils ont un site internet. Voilà. Et donc, il y a aussi, je vais mentionner une des personnes qui travaille là-dessus, qui s'appelle le professeur Priest, qui est à l'université de Bristol. Alors, j'ai parlé de l'INR suisse, pardon, de l'INR belge. Il existe aussi un INR suisse qui, pareil, est plutôt en Suisse francophone, mais qui est en train d'essayer de s'étendre aux autres dimensions. Alors, sachez, ça, c'est pas forcément intuitif, que le secteur économique le plus représenté au sein de l'Institut du numérique responsable, c'est le secteur de la finance. Donc, toutes les grandes banques, si vous allez sur le site et que vous regardez les adhérents de l'INR,
Toutes les grandes banques françaises sont adhérentes, donc on espère qu'en Suisse, on aura aussi des banques qui vont commencer à s'intéresser au sujet. Il faut être conscient que l'IT, ça représente 15% des frais fixes d'une banque. Donc, ça devient un secteur extrêmement stratégique. Et quand on est en train de démontrer, et ça se démontre en très peu de temps, que l'IT tel qu'on le connaît n'est pas durable, forcément, quand on investit des millions d'euros par semaine là-dedans, on se dit, oui, j'aimerais bien que ça soit durable. Donc, voilà, il y a un enjeu très, très fort dans le milieu financier. Et peut-être avez-vous entendu parler de la taxonomie verte. Alors, je vais poser la question du coup dans le chat. Est-ce que vous en avez entendu parler? Simplement 5% ou 3% de la puissance de crédit, simplement quand la personne passe et que là, à ce moment-là, ça déclenche le fonctionnement. Et donc, du coup, si on cumule tout ça, si on imagine de consommer bâtiments, plutôt que de prendre de l'espace. Alors, je vois une majorité de non. Alors, je vois que Suzanne à Lyon en a entendu parler. Donc, si vous voulez en parler, je vous propose d'activer votre micro. Sinon, je garderai la parole. Allô? Oui, nous vous entendons. Bonjour. Bonjour. Du coup, oui, moi j'en ai entendu parler, mais j'en connais pas. Je connais en gros dans les grandes lignes. Je sais que c'est l'idée d'essayer de rediriger les flux financiers vers des secteurs qui seraient écologiquement responsables. Après, avec, voilà. Après, je connais pas exactement tout le détail, mais c'est un peu ça l'idée. Exactement. Donc, je vois qu'il y a aussi une question de Stéphanie D, un rapport avec les rapports extra-financiers. Alors oui, ça a un rapport, c'est-à-dire que l'idée est dans les rapports extra-financiers, qu'il y ait une standardisation des investissements faits par l'entreprise et du contenu carbone de ces investissements-là. Donc aujourd'hui, que vous ne connaissiez pas le détail de la taxonomie, c'est normal, puisque la taxonomie n'est pas encore sortie et n'est pas encore officielle. Par contre, il y a 15 jours, j'étais au Salon Pro Durable et je peux vous dire que ça a fait parler beaucoup, beaucoup de monde puisque les responsables en charge de la responsable sociétale de l'entreprise vont devoir communiquer là-dessus. Et l'idée est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire la motivation première de cette taxonomie était de donner de la visibilité au secteur financier sur l'exposition des investissements au risque climatique et sur le contenu carbone créé par ces investissements, c'est-à-dire quels sont les impacts de l'entreprise. Donc cette taxonomie devient très redoutée et puis en même temps demandée par les acteurs financiers parce que les actionnaires sont inquiets quant au contenu carbone et à l'exposition de leurs investissements sur les risques. Donc il y a un enjeu très très fort et cet enjeu de taxonomie est porté aujourd'hui au niveau européen. Mais et en fait, aujourd'hui, deux référentiels sont en train de se mettre en compétition. Un référentiel américain qui pour l'instant, nous paraît moins exigeant que le référentiel européen. Et le gros risque est qu'il y ait deux référentiels qui vivent leur vie, ce qui fait que les entreprises n'offriraient pas une grande visibilité. Donc, on constate que la dimension internationale sur les préoccupations environnementales se fait sentir. Maintenant, la taxonomie semble avoir un certain nombre de limites. Par exemple, elle semble se limiter aux enjeux carbone. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, dans le cadre de l'IT en particulier, les impacts sont multiples. Il est très facile d'aller réduire son impact carbone, mais d'aller impacter sur d'autres secteurs. Si on refroidit son data center à eau perdue, vous avez peut-être vu cet été que certains parmi les GAFAM se sont vus reprocher par l'État hollandais d'avoir data center et ils étaient 4 fois au niveau qu'ils s'étaient engagés à respecter. Donc voilà, pour tenir de l'efficacité énergétique et réduire les consommations énergétiques et réduire les émissions carbone, on peut aller impacter sur l'eau, ce qui n'est pas peu durable. Ou on peut impacter sur d'autres ressources, comme les ressources abiotiques, avec des groupes froids qui vont utiliser des paliers magnétiques et qui vont aller épuiser les ressources en terre rares. Donc, un enjeu très fort et qui est multidimensionnel. Or, aujourd'hui, la taxonomie semble être encore très monocritère. Alors, sur ces enjeux-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes connecté à votre RSE, donc à votre responsabilité sociétale de l'entreprise? Est-ce que ces expositions aux risques climatiques vous paraissent être pris en compte dans vos entreprises ou dans vos DSI?
Je vois qu'il y a une réponse oui, oui. De plus en plus. Bien. Donc là, la réponse est quand même très très claire. Alors, je vais quand même préciser un petit peu. Est-ce que aujourd'hui vous diriez que ce sont des enjeux environnementaux pris? Alors, il y avait une remarque, oui, mais suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même très peu d'entreprises qui peuvent vraiment être sereines sur ces sujets-là et qui peuvent estimer que tout ce qu'elles font sont suffisants. Et suffisant. J'ai envie de dire que ouais, il y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui peuvent revendiquer ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va qualifier de suffisant? Je rappellerai quand même des ordres de grandeur. Aujourd'hui, un Français moyen, via ses consommations énergétiques, via ses déplacements et via ses achats, génère autour de 9 tonnes. L'accord de Paris, il faudra revenir le plus vite possible à 2 tonnes. Et plus tard, en 2050, à 2 tonnes. Et qu'en 2020, pendant la crise Covid, les émissions mondiales ont pour la première fois baissé, c'est-à-dire qu'on a continué à émettre, mais on a émis 6% de moins qu'en 2019. Et puis l'année d'après, c'était redevenu exactement pareil. Alors, je vois que la connexion redevient mauvaise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Ça va peut-être aider. De toute façon, ce ne sera pas très utile. Donc voilà, le 2020, une année où on a atteint ces moins 6%, mais ça n'a pas été du tout durable. Dès l'année 2021, on avait retrouvé l'état avant Covid. Donc ça permet quand même de mesurer quels sont les efforts à faire. Et une petite question, est-ce que dans vos entreprises, vous avez déjà fait des fresques du climat? Est-ce que ce sont des outils de sensibilisation qui ont été déployés? Là, je vois une très grande majorité de oui aussi, ce qui est quand même très positif. Donc pour ceux qui n'ont pas répondu ou qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller voir ce qu'est la fresque du climat, qui est un atelier basé sur l'intelligence collective et sur un serious game à base de cartes pour essayer de mettre de l'ordre entre les causes et les conséquences du réchauffement climatique et de voir un petit peu quelles sont l'exposition, les risques qui sont induits pour l'humanité associés au réchauffement climatique. Donc, de vraiment séparer les causes et les conséquences et de voir d'ordre logique là-dedans. L'atelier se passe en 2 phases. Une phase où on travaille sur ce sujet-là et une deuxième phase où on comprend ces enjeux et on essaie de mettre en place un plan d'action personnel ou collectif pour dépasser ça. Donc, souvent, le plan d'action n'est pas forcément à la hauteur de tout ce qu'on a vu précédemment. Et donc, il y a un deuxième atelier qui a été créé, que j'ai vu au Salon ProDurable, qui s'appelle l'atelier d'automne. La fresque du climat, il faut le savoir, a eu un grand succès international et je crois qu'aujourd'hui, ils ont passé les 400 000 personnes qui ont suivi ces fresques-là et ça croît de manière très importante. C'est traduit dans plusieurs dizaines de langues. Donc, c'est vraiment un grand succès. Donc, si ça n'a jamais été fait, sachez que vous pouvez faire des fresques du climat en ligne à titre individuel. Les coûts sont dérisoires. Ils vont alimenter l'association pour pouvoir déployer ces méthodes-là, les traduire, etc. Et puis assurer la pérennité de l'association. Et ça peut être un outil aussi utilisable à l'international. Donc, au sein d'Airbus, dans la direction informatique, nous avons fait une première fresque en juin. Et au sein du bureau d'études, il y a un plan d'action pour déployer ces fresques très, très largement auprès des 3000 ingénieurs qui travaillent là-dedans. À la place, inventons nos vies bas carbone. Alors là, c'est Monsieur Jean-Jean. Donc, si vous voulez vous exprimer, Mélanie, oui, bonjour. En bonjour. fait, j'ai suivi la fresque du numérique responsable et j'ai voulu la déployer dans mon entreprise. C'était plutôt compliqué pour devenir moi-même une animatrice parce qu'il fallait que je participe à plusieurs types de fresques, du climat, enfin plusieurs fresques. En termes d'organisation avec la vie personnelle, c'était compliqué. Et pour faire venir quelqu'un dans mon entreprise, ça représentait un coût qui était trop élevé. Donc au final, j'ai trouvé, on m'a conseillé ce kit Inventons nos vies bas carbone, qui est un peu sur le même principe. Par contre, c'est plus large que le numérique responsable, puisqu'on va toucher à l'habillement, au déplacement, enfin à différents secteurs, avec bien sûr cet objectif de montrer de manière concrète avec les cartes aux personnes
combien est-ce qu'à peu près aujourd'hui elles sont en termes d'émissions de tonnes, et de voir qu'est-ce qu'on pourrait plutôt mettre en place comme activité dans chacun, comme nouveaux usages et nouveaux moyens pour arriver à tendre vers le 2 tonnes, en fait. Voilà. Très intéressant. Je ne connaissais pas cet atelier. J'avais entendu parler aussi du puzzle de nos solutions individuelles qui a été créé aussi par les créateurs de la fresque du numérique. Alors, pour dresser un peu le tableau pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a plusieurs types de fresques. Donc, à l'origine, la fresque du climat a été la première fresque qui a été créée. Elle a eu un certain succès et puis, à juste titre, on s'est dit, mais oui, on pourrait avoir d'autres fresques. Donc, il existe une fresque de la biodiversité, il existe une fresque des océans et je vous recommande chacune d'entre elles. Et il existe aussi une fresque du numérique qui, elle, est dédiée sur le numérique responsable, les impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Il existe beaucoup d'autres outils de sensibilisation et l'INR a créé un MOOC qui est disponible sur son site, qui est disponible en français et en anglais. Il y a un module de sensibilisation qui dure 30 minutes et un MOOC qui est un petit peu plus long, qui dure, allez, on va dire, autour de 3 heures. Et enfin, ce matin, il en était question, puisque Laurent Lefebvre intervenait pour l'INRIA, je ne dis pas de bêtises, oui, c'était pour l'INRIA. Donc l'INRIA, avec le CNRS, a développé un MOOC qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus long, qui est plus à destination d'un public soit de professeurs, soit d'ingénieurs, soit techniciens, mais voilà, de personnes qui ont quand même une certaine connaissance. Ça reste accessible, hein, c'est tout à fait, il y a plusieurs profondeurs de lecture, donc si on veut approfondir, on peut aller plus loin, mais si on veut avoir une approche plus rapide, c'est possible. Et ce MOOC de l'INRIA est disponible sur la plateforme Fun, qui est la plateforme des universités. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder ça. Il y a différentes possibilités. Donc, ça peut être aussi un outil de sensibilisation si vous voulez quelque chose qui soit dédié au numérique. Et ça peut se faire collectivement dans votre équipe, hein. C'est-à-dire vous pouvez suivre ça, suivre le MOOC ensemble et puis échanger dessus. Voilà. Après, je vous rejoins sur le fait que oui, pour être animateur de la fresque du numérique, ça peut être parfois un petit peu compliqué, un petit peu long à mettre en place. Et merci beaucoup pour l'intervention sur l'atelier Inventons nos vies bas carbone. Donc, ça fait qu'il existe plusieurs ateliers, dont le 2 tonnes. Alors, je ne sais pas encore si le 2 tonnes a été traduit en anglais ou pas. Et du coup, savez-vous si l'atelier Inventons nos vies bas carbone existe en anglais? C'est ce que je suis en train de chercher sur le site, je crois, mais je ne veux pas confirmer, donc je suis en train de regarder. Non, mais ce n'est pas très grave, je chercherai après. Merci beaucoup. Alors, je m'étais noté quelques autres questions que je vais tâcher de retrouver. Alors, ce que je voulais savoir, oui, c'est dans vos entreprises, est-ce que vous avez déjà lancé, donc là, j'ai vu que vous avez été quand même sensibilisé aux sujets environnementaux et que globalement, il y a des préoccupations, mais est-ce qu'il y a un plan d'action qui est lancé réellement sur le numérique responsable et la prise en compte des enjeux environnementaux? Est-ce que ça commence à peine? Donc, vous pouvez répondre oui si c'est bien lancé et ça commence si ça a juste commencé ou non si ça n'a pas du tout été lancé pour l'instant. Ça commence. D'accord, donc il y avait un message de Gabriel Torres qui est sur Toulouse. C'est en cours pour l'INR, pour les enjeux, c'est déjà lancé depuis un moment. D'accord. Non, en réflexion cependant, donc c'était Emmanuel. Très bien. Alors, juste pour se faire une idée, parce que alors, on commence, non en réflexion cependant. Très très bien. Bon. On voit que oui, globalement, on sent quand même que c'est voilà, tout le monde a l'air de dire que ça commence. Alors moi, je vous encourage vraiment, quand on me pose la question, alors je n'ai pas la prétention d'avoir un énorme recul sur le numérique responsable. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là vraiment à partir de fin 2018, début 2019. Alors auparavant, j'étais en charge de l'énergie, donc je travaillais sur les data centers d'un point de vue efficacité énergétique, mais je voyais toute petite partie en fait du problème, et le problème est beaucoup plus vaste. Et pour réaliser que ce problème est plus vaste, l'étape indispensable pour moi lorsqu'on lance une initiative, c'est vraiment de travailler sur la formation.
Alors, je vois qu'il y a quand même des personnes qui sont labellisées ENR, donc ça, c'est très intéressant. Donc, c'est Gabriel Torres. Je vais vous donner la parole. C'est intéressant d'expliquer ce qu'est ce label numérique responsable. Hop, voilà, j'active votre son. Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Donc moi, je suis salarié EDF. Et effectivement, EDF, ça fait 1 mois et demi maintenant, c'est 1 an et demi, pardon. A été un des d'ailleurs premiers énergéticiens labellisés numérique responsable. Donc c'est toute une démarche vraiment d'entreprise à intégrer à la politique RSE de l'entreprise pour labelliser avec l'Institut du numérique responsable nos process en interne et montrer surtout une dynamique. Comme je disais tout à l'heure, on fait des choses, mais c'est évidemment insuffisant. Par contre, l'idée, c'est bien de montrer une dynamique, une implication de l'ensemble des directions, avec l'appui de l'INR, pour essayer de construire demain un numérique plus responsable. Alors, je vois qu'il y a aussi l'agence Lucie qui est connectée, donc j'imagine que c'est Pauline. Pauline, je pense que tu voudrais peut-être compléter un petit peu le… Alors non, c'est Joséphine, une collègue de Pauline, puisque Pauline est justement D'accord. en train de faire une présentation du label NR en parallèle, en fait. Donc, je suivi ce webinaire plus par curiosité. Pour compléter, donc, le label numérique responsable s'appuie sur un référentiel qui a été développé par l'INR. Et à l'agence aussi, on gère tout ce label. Aujourd'hui, on commence à s'étendre aussi à l'international, justement, avec notamment un intérêt en Suisse ou en Belgique, dans les pays en tout cas limitrophes, pour les sujets du numérique responsable. Et le label permet aussi justement de structurer avec une méthode cadrée et des ressources accessibles. C'est un moyen de sensibiliser et de déployer une démarche numérique responsable sur le long terme. Au revoir. Si je veux bien que tu m'aides, Julien, derrière là. Oui, merci beaucoup pour l'intervention. Désolé, il y avait des bruits, donc j'ai coupé les micros. Donc, effectivement, le label a été développé par l'Institut du numérique responsable et aujourd'hui est porté par l'agence Lucie. Et c'est un label qui récompense une démarche, un degré de maturité et plus qu'une performance environnementale. Voilà, donc c'est une démarche qui est lancée. Ce matin, on avait une intervention du groupe ISIA, qui est une des toutes premières entreprises du secteur IT, qui a été labellisée numérique responsable, et on a vu que c'est même devenu leur raison d'être. Donc, ils sont entreprises à mission. Alors, sur la question, donc pour les entreprises qui ont commencé à lancer une démarche numérique responsable, est-ce qu'aujourd'hui c'est lancé à l'international? Et si c'est lancé à l'international, est-ce que vous avez pris en compte la spécificité des pays? C'est-à-dire qu'il y a des conclusions qui sont valides en France, mais qui sont peut-être différentes dans d'autres pays qui ont un mix électrique plus carboné. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est lancé à l'international et est-ce que vous prenez en compte la spécificité des pays? Alors, je ne vois pas trop de réponses. Je vois du « je ne sais pas ». C'est une bonne réponse. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas parce qu'il y a très peu de… Alors voilà, côté EDF, donc national uniquement. Donc ça, c'est un élément qui est important à garder en tête, c'est que la France, les conclusions qu'on peut avoir en France quand on fait des analyses cycle de vie sur des services numériques sont faites avec un mix électrique dans la phase de consommation, dans la phase d'usage, qui est un mix électrique qui est très fortement décarboné. Donc pour donner des ordres de grandeur quand même, lorsqu'on consomme 1 kWh d'électricité en France, selon les sources, donc selon l'Agence internationale européenne, en 2021, le contenu carbone de l'électricité était de 54 grammes de CO2 par kilowattheure. En Allemagne, il est 7 fois plus fort et en Espagne ou en Angleterre, il est 4 fois plus fort. Donc,
des conclusions qui sont valides en France avec ce mix électrique-là ne sont pas forcément valides dans les autres pays. Et si on va un petit peu plus loin, dans des pays comme la Chine ou l'Inde, on est au-delà des 500 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. C'est parce que ces mix électriques sont très fortement basés sur le carbone, sur le charbon. Donc, voilà, il faut faire attention, c'est qu'une analyse cycle de vie a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites et n'est pas une généralité. Il faut vraiment avoir une lecture éclairée, de connaître les hypothèses qui ont été faites et les conditions dans lesquelles sont faites ces analyses cycle de vie. Ça reste la meilleure des méthodes ou la moins mauvaise, c'est comme on veut, mais ça reste une méthode objective de mesure de l'empreinte et qui permet de faire du multicritère. Mais il faut savoir que c'est adapté à un certain nombre d'hypothèses et que quand on est dans un pays, les conclusions dans le pays d'à côté peuvent être tout à fait différentes. Donc, tout à l'heure, je parlais d'aller travailler au Canada ou en Amérique du Nord, les conclusions peuvent être aussi différentes là-bas. Et donc, il est vraiment important de prendre en compte ces spécificités. Je regarde les autres questions, je m'étais noté. Et alors oui, une chose très importante, tout à l'heure, je demandais si vous aviez une ouverture à l'international. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent quand même dans des DSI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des clouds qui sont situés à l'étranger? Je vais poser la question. Alors, je vois qu'il y en a, il y a du non. Europe, oui. Voilà. Donc là, ça peut poser pas mal de questions, hein. Quand on part sur le cloud, j'ai pour habitude de dire que en termes d'empreinte environnementale, il n'y a pas plus nébuleux que le cloud, si ce n'est le réseau qui nous y connecte. Donc très difficile d'avoir des données fiables de reporting en termes d'impact environnemental des services cloud. Aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui est porté par DegaOctet, dont il a été question ce matin aussi, qui travaille pour l'ADEME à rédiger ce qu'on appelle un Product Category Rules, le but étant de définir des standards de reporting, c'est-à-dire de données qu'on va pouvoir demander au cloud provider et qui reflèteront le plus possible l'impact réel de ces services-là. Donc, vous avez peut-être déjà entendu que les opérateurs de télécom vont devoir communiquer à leurs clients leur consommation de données et les impacts CO2 associés. L'idée, ce serait d'avoir au minimum la même chose pour les cloud providers. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing dans les Corporate Sustainability Reports, c'est-à-dire ce dont il était question tout à l'heure, les rapports extra-financiers, où on va lire beaucoup de choses sur le fait qu'on est 100% renouvelable ou 50% renouvelable. Je vous invite à faire preuve de beaucoup d'esprit critique. C'était dit aussi par Isia ce matin, le fait de la nécessité de faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de ces notions-là. Sur les énergies renouvelables, il existe ce qu'on appelle des garanties d'origine, qui s'appellent aussi des Renewable Energy Contracts, et qui ne garantissent pas que des nouvelles installations renouvelables ont été créées pour répondre à ces besoins-là, alors qu'il existe d'autres systèmes qu'on appelle les Power Purchase Agreement, qu'on appellera en français des contrats de gré à gré, qui, eux, vont vraiment garantir que des installations ont été créées, qui permettront de savoir quelle est la nature de ces installations. Est-ce que c'est de l'éolien? Est-ce que c'est du photovoltaïque? Est-ce que c'est autre chose? Pourquoi pas d'hydraulique? Et de définir un contenu carbone. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire et contrairement à ce que nous laisse croire le Greenhouse Gases Protocol, donc qui est le GHG protocole qui est souvent utilisé pour faire le reporting extra-financier, les énergies renouvelables ont un contenu carbone qui est faible, mais qui peut être très variable. Et par exemple, sur du photovoltaïque, il existe un facteur, on va dire 8, entre un panneau qui va être fabriqué en Europe avec un mix électrique peu carboné et avec une durée de vie longue, qui serait de l'ordre de 40 ans, et un panneau chinois low cost qui va avoir une durée de vie de 20 ans et qui va avoir un contenu carbone à la fabrication qui va être 4 fois plus fort que le premier. Donc, une fois qu'on intègre et la durée de vie et le contenu carbone, le facteur entre le panneau le plus vertueux et le panneau le plus défavorable est un facteur 8. Et forcément, il y a un contenu carbone sur toutes les énergies qu'il convient de prendre en compte si on va avoir une approche objective. Donc très souvent,
les cloud providers vont dire moi je suis 100% renouvelable et je suis donc zéro émission de carbone, c'est absolument pas réaliste et c'est considéré par du greenwashing. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le greenwashing est quelque chose qui peut être totalement condamnable. Donc, si vous avez des cloud providers, on ne peut que vous encourager à être exigeant vis-à-vis d'eux et à leur dire voilà, quel est le contenu carbone des services que vous délivrez et comment vous justifiez ces chiffres. Ce n'est pas le tout de lâcher un chiffre en CO2 ou de lâcher un superbe zéro absolument irréaliste. Mais comment vous arrivez à ces calculs-là? Est-ce que vous êtes capable de nous dire combien vous avez consommé d'énergie? Est-ce que les chiffres que vous communiquez prennent en compte le réseau ou pas? En général, ça ne prend pas en compte le réseau. Et donc, je vous encourage aussi à être exigeant vis-à-vis des personnes qui gèrent le réseau et qui vous interconnectent au cloud pour demander aussi quel est le contenu carbone de ces services-là et pouvoir faire des comparaisons avec des services on-premise, donc qui seraient sur vos propres data centers si vous en avez ou sur des data centers de proximité. Pour pouvoir faire des choix éclairés en termes d'impact sur ces services-là. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, pour les entreprises qui ont démarré ces démarches de numérique responsable, est-ce que vous les avez démarrées au niveau de votre entreprise uniquement ou est-ce que vous avez embarqué votre chaîne de valeur, vos fournisseurs ou potentiellement vos clients? Donc, je ne vois pas de réponse pour l'instant. Donc, je vais l'écrire. Je vois qu'une réponse qui est au niveau de l'entreprise. Donc, pour l'instant, il semble que voilà, dans les entreprises où ça a commencé, c'est vraiment au niveau de l'entreprise aujourd'hui. Sachez que vous pouvez avancer progressivement et que peut-être dans vos fournisseurs ou dans vos clients, vous avez d'autres entreprises qui ont aussi initié ces démarches-là et vous avancerez plus efficacement en étant en équipe que tout seul, chacun dans votre coin. Et c'était d'ailleurs la vocation de la création de l'Institut du numérique responsable, de partager les retours d'expérience d'entreprises très matures. Certains acteurs comme Pôle emploi ou le groupe La Poste ont plus de 15 ans de retour d'expérience sur ces sujets-là. C'est toujours intéressant, ou je pense à la BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. C'est toujours intéressant d'échanger avec ces acteurs-là qui ont du retour d'expérience et qui vont être capables de vous dire attention, oui, ce sujet, par exemple, le télétravail, tu pourrais compter sur le télétravail pour réduire ton empreinte. Et bien, en fait, attention, il y a des effets rebonds derrière ça. Et si tu fais une mesure objective des déplacements, tu verras que les déplacements, ils ne vont pas forcément réduire autant que tu l'espérerais. Donc, travailler en équipe et bénéficier du retour d'expérience d'autres, en fait, c'est toute la vocation de la création de l'Institut du numérique responsable, en plus d'assurer une objectivité, donc en travaillant avec des acteurs universitaires et académiques qui permettent d'asseoir une éthique et une transparence dans nos méthodologies et de pouvoir les transférer des plans d'action réalistes et qui ne soient vraiment pas de greenwashing dans les organisations. Alors, je vois que le temps est passé rapidement et j'aimerais bien quand même, s'il y a des questions, que vous puissiez vous exprimer. Donc, ouais, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions dans le chat, je leur donnerai la parole. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant, ce qui m'inquiète un petit peu. Il reste quand même 24 participants, donc je ne pense pas qu'en une heure, nous ayons fait le tour du sujet international. Donc, il reste encore quelques questions et n'hésitez pas, ça peut être des questions ou des réactions. Pas trop de... Je n'aurai pas trop de questions, donc je vais me permettre de conclure simplement en disant que je reste absolument convaincu qu'il existera de l'IT dans 20 ou 30 ans et que ça sera très utile à mes enfants. Alors, si je vois quelque chose, je vois une question. Les Easy Time sont-ils accessibles à tous? Oui, normalement, c'est accessible à tout le monde, donc il suffit d'aller s'inscrire.
Je vais m'en assurer, mais je pense que oui. Très bonne question. Donc ça, n'hésitez pas à me ressolliciter pour la réponse. Après, sachez que de toute façon, la plupart des informations qui sont données lors de ces Easy Time sont disponibles sur le site Internet. Hop. Donc, oui, je disais donc l'IT, je suis absolument convaincu que l'IT sera encore présent et utilisé dans 20 à 30 ans. Maintenant, l'IT tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas durable et ça se démontre facilement de par sa matérialité, de par ses limites. On est resté sur les 20 dernières années en voyant cette puissance informatique dériver et puis augmenter sans qu'on en perçoive les limites, mais les limites vont se ramener, vont se faire cruellement sentir. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait sous-estimé la nécessité de circularité, la nécessité de préserver les ressources va se rappeler. Donc, moi, je trouve, comme ça a été dit ce matin, que le sujet est extrêmement stimulant et je vois des jeunes qui sont extrêmement motivés par ce sujet-là et qui ont envie de réinventer l'IT. Ben, ça tombe bien parce qu'il y a cette opportunité de décrire la future histoire de l'IT en prenant en compte ses contraintes de matérialité, ses impacts environnementaux, avec des solutions pour les réduire et avec aussi des solutions pour réduire les impacts sociétaux, que ce soit en début de chaîne avec l'extraction des ressources ou en fin de chaîne avec la gestion des déchets. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement motivant et qui devra se faire à l'international. Si la France est toute seule à avancer là-dessus, je suis désolé, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, il est très important de porter ces sujets-là au minimum au niveau européen. Ça tombe bien parce qu'au niveau européen, il y a des moyens pour pouvoir faire caisse de résonance et pouvoir donner une dimension plus forte à ces enjeux. Et puis, même au-delà de l'Europe, il est tout à fait souhaitable de travailler avec des acteurs mondiaux pour progresser ensemble et construire un numérique qui sera plus inclusif, plus durable et plus souhaitable, plus vivable pour chacun d'entre nous.